Ok. Donc, du coup, merci à tous d'être présents pour ce troisième webinaire qui va parler d'interprofessionnalité dans les enseignements. Les différents intervenants. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça va s'organiser, il va y avoir trois présentations. Un premier échange sur le docteur Florian Slimano et le docteur Justine Clarenne qui sont rattachés à l'UFR de pharmacie de Reims et qui vont aborder la formation en interpro des bilans partagés de médication. Après, il y aura un retour d'expérience du docteur Audrey Janoli du Ménil qui travaille à l'Université de Lyon et qui abordera le domaine de la prévention en santé et du partenariat patient. Et enfin, un retour d'expérience lillois du professeur Decaudin sur les approches interpro dans la formation initiale, en abordant vraiment dans toute la formation initiale comment ils ont mis en place l'approche interprofessionnelle. Du coup, je vais laisser la place. Alors, pour vous expliquer un peu, donc il y aura 10 à 15 minutes d'échange des différents intervenants. Et après, donc ce qui va revenir à 45 minutes de présentation. Et puis après, à l'issue de ces présentations, on aura 10 minutes, un quart d'heure d'échange. Et justement, pour poser les différentes questions que vous pouvez avoir, soit dans le chat, et du coup, auquel on pourra aborder. Avec plaisir. Voilà, donc du coup, je laisse la parole au docteur Slimano et au docteur Claren pour la première présentation. Ok, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, je suis effectivement aujourd'hui en direct de la faculté de pharmacie de Reims avec Justine Clarenne, qui est ma collègue du département de pharmacie, pharmacie clinique. Et je crois que je suis parvenu à partager du premier coup mon écran, j'ai l'impression. Céline, tu confirmes? C'est parfait. Super. Alors, nous, on voulait aujourd'hui vous faire un retour d'expérience sur une formation qui existe maintenant depuis plusieurs années au sein de notre UFR et qui a trait à une mission en fait de l'exercice officinal qui est le bilan partagé de médication, qui est une formation qui maintenant existe maintenant depuis 2019 ou 2020 en interprofessionnalité. Et j'aimerais, dans le processus de la présentation que je vais faire, vous expliquer avec une petite notion d'historique comment on en est arrivé là. C'est une formation qui était vraiment en lien avec la volonté qu'on avait à l'époque, d'ailleurs avec Céline Mongaret, de reprendre le département de pharmacie clinique de l'UFR et d'y développer des enseignements de pharmacie clinique, notamment à orientation officinale, ce qui était pas forcément très répandu, pour le dire comme ça. Et dans le contexte de l'époque, il y avait historiquement une connaissance des collègues du département de médecine générale et une bonne entente peut-être favorisé entre autres par le fait qu'ils exercent en fait au pôle santé dans le même bâtiment que nous. Hein. Les UFR sont bien distincts sur le plan administratif, mais les bâtiments sont communs. C'est pas forcément anodin. On avait dans ce cadre-là la volonté, au cours notamment de la cinquième année, hein, ce qu'on appelle le DFASP2, la volonté d'intégrer progressivement l'accumulation de nouvelles missions pour le pharmacien d'officine dans le champ de la formation commune de base afin que nos étudiants aient au moins eu une approche académique de la thématique, même si elle est parfois un peu restreinte, avant qu'ils puissent éventuellement la mettre en œuvre dans leur future pratique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est intéressé à la formation autour des bilans partagés de médication qui correspondait à l'époque à l'avenant 11 à la Convention nationale pharmaceutique et qui a donc été initié au cours du printemps 2018. La première idée qu'on a eue autour de cette formation n'était pas forcément dans l'interprofessionnalité en termes de public. Elle l'était nécessairement pour les acteurs, pour les animateurs de la formation. En fait, cette formation a été créée pour être réalisée la première fois 6 mois après, avant la fin de l'année civile 2018, et elle a été conçue avec l'aide des collègues nancéens avec qui on échangeait beaucoup à l'époque, puisque Nancy avait été de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, une des régions avant les grandes régions qui avait dû être pilote d'une expérimentation et avait déjà fait un travail très très sérieux en lien entre l'UFR de pharmacie avec notamment Julien Gravoulet que vous connaissez bien et l'équipe de l'Omédic, de l'ARS, hein, Sophie Malblanc, entre autres, avait déjà travaillé sur des formations, des cas cliniques standardisés, etc. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir en bénéficier pendant les 2 premières éditions.
Et en plus, on avait à l'époque envie de construire un projet de recherche avec eux, impliquant les étudiants nancéens de sixième année et rémois également, sur la mise en œuvre concrète de cette nouvelle mission dans le champ de l'exercice officinal. Donc la première année, c'était une formation entre étudiants en pharmacie. On y avait convié également, si le souhaitait, certains maîtres de stage, et c'était pour un public d'étudiants de sixième année. Voilà. La formation, elle, en tant que telle, elle ne se fait que sur une journée. C'est un élément dont on pourra discuter un petit peu après et qui est vraiment sur un format classique. C'est-à-dire que la matinée est dédiée à des enseignements à connotation un peu plus magistrale, avec un topo sur la iatrogénie qui est fait par un médecin gériatre, un topo qui a varié avec le temps, mais qui était un topo de pharmacie clinique, notamment en lien avec les outils disponibles pour la pratique de la pharmacie clinique en gériatrie, un topo d'organisation, avec quelques éléments réglementaires aussi, pour le champ des bilans partagés de médication, et puis Julien faisait à l'époque un topo sur la mise en place en pratique des bilans partagés de médication à l'officine. Il avait déjà cette expérience-là. Et l'après-midi, c'était un temps qui était dédié sur un peu plus de 3 heures à un travail en groupe avec des outils autour de cas cliniques, donc qui étaient ceux de l'équipe nancéenne. Et ce sont des ateliers qui étaient animés par les pharmaciens, donc les pharmaciens du département de pharmacie clinique, et puis par Julien Gravoulet, au moins pour 2 éditions, et début de l'interpro, par un collègue qui était médecin généraliste et enseignant associé au département de médecine générale et qui apportait effectivement cette touche médicale. Là, vous avez un exemple, des cas cliniques qui, donc standardisés, dont on se sert pour animer ces groupes de travail, qui mélangent un certain nombre de problématiques, et j'insiste, qui vont aussi émettre du contexte. D'où vient le besoin de réaliser un BPM, comment est-ce qu'on y arrive, quelles sont les informations que vous avez à disposition, et puis bien sûr celles que vous n'avez pas forcément à disposition. L'idée, si vous connaissez un petit peu le schéma d'enchaînement des bilans partagés de médication, c'est vraiment de mettre les étudiants dans la situation à l'interface entre l'entretien de recueil qui a déjà été effectué, c'est-à-dire que l'étudiant est supposé avoir eu un entretien avec le patient au cours duquel il a recueilli un certain nombre d'informations, et avant qu'il effectue un retour au prescripteur qui est nécessaire avant d'en faire un auprès du patient sur les éventuelles optimisations qui peuvent être proposées. On était sur des exigences qui étaient assez classiques, c'est-à-dire que sur 3 heures, il y avait globalement 2 cas cliniques qui étaient travaillés, et on attendait à chaque fois, au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, que les étudiants formalisent, avec une diapo ou pas forcément, à l'oral, par groupe, une synthèse des problèmes identifiés, des propositions euh, qu'ils souhaitaient partager avec la communauté. Et en complément de cet atelier-là, il y avait notre médecin généraliste qui faisait un petit peu d'animation autour de l'importance des entretiens motivationnels et même des aspects un petit peu de posture, si vous voulez, une thématique que vous connaissez bien. Donc, c'est une thématique pour lesquelles on n'est pas les seuls, sur lesquelles on n'est pas les seuls à travailler. Il y a maintenant beaucoup de collègues. Je m'excuse, je n'ai pas forcément fait de capture d'écran de tous les papiers qui ont été faits dans les revues françaises, mais il y a quelques papiers qui ont été faits pour rapporter un petit peu soit des éléments de formation. Je crois que Besançon avait fait aussi un papier très intéressant sur le sujet, soit des éléments d'implémentation de la mission en soins pharmaceutiques quotidiens. Et c'est quelque chose, voilà, effectivement, qu'on voit régulièrement cité dans la littérature, des choses qui, même si elles ont été contributives à un moment, continuent d'animer la thématique. Les BPM, en pratique, ne sont pas forcément largement repris par la profession aujourd'hui. Et alors, pour déboucher sur la problématique de l'interpro, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors, peut-être que mes souvenirs sont un petit peu biaisés, mais Céline, tu sauras me corriger, j'ai le souvenir que c'était presque les médecins du département de médecine générale qui, en discutant avec nous, pour avoir animé la formation, se sont dit, mais ça serait hyper intéressant qu'on y intègre également nos internes de médecine générale. Alors nous, vous imaginez bien que ça ne venait pas de nous, on a été ravis d'avoir cette sollicitation, donc évidemment qu'on l'a donné un retour positif. On a déplacé entre-temps, pour des raisons qui ne sont pas très, très intéressantes, la formation en 5e année, et on a, à partir de rendu la formation donc obligatoire pour les étudiants en pharmacie, et elle était, je dirais, elle faisait partie des formations optionnelles pour les médecins, pour les internes en médecine générale, et on avait, en fonction des années, un ratio en moyenne de 3 étudiants en pharmacie pour un interne de médecine générale qui participait à l'ensemble de la journée, matin comme après-midi, avec les mêmes cas cliniques. Et c'est vrai que on a pu observer en tant qu'animateur très rapidement une espèce d'émulation autour du fait de mettre en contact ces deux populations d'étudiants autour de ces cas-là. Autant le matin, bon, on est sur du magistral, mais autant l'après-midi, c'est quelque chose qui chaque année marche vraiment très très bien. Et en parallèle de ça, on a fait évoluer progressivement les
attentes qu'on avait au niveau des cas cliniques pour en fait demander aux étudiants non pas uniquement de nous faire remonter les problèmes qu'ils identifiaient, mais vous allez comprendre sur le cas clinique que je vais présenter juste après, le fait aussi de savoir identifier et prioriser des problèmes. Et donc on leur donne notamment au premier ce cas clinique qui est volontairement infect, qui contient un certain nombre de problématiques dont on aurait bien du mal à faire une liste exhaustive et qui a vraiment pour vocation de mettre nos étudiants et nos internes de médecine générale en difficulté. Et on leur demande dans un premier temps de nous parler un petit peu de tout ce dont ils ont envie de nous parler, ce qui donne vraiment lieu à beaucoup d'interprétations différentes d'un groupe à l'autre. Et après, on leur demande de prioriser, puisqu'on leur explique assez rapidement que dans la vraie vie, ils n'auront pas tout le temps qu'ils ont aujourd'hui pour travailler sur le sujet et qu'ils vont devoir choisir un problème en choisissant naturellement de ne pas traiter en priorité d'autres problèmes. Ça, c'est la première chose qu'on leur propose. Et la deuxième, pour revenir à la diapo précédente, c'est de travailler sur de la communication interpro, c'est-à-dire comment, en pratique, est-ce qu'un pharmacien doit optimiser les chances de voir ses propositions retenues et mises en œuvre en les communiquant, de quelle manière il doit les communiquer à un médecin. Et finalement, c'est assez intéressant puisque comme on a une population d'internes en médecine qui sont présents, et ben, ils permettent finalement de nous aider à construire avec les étudiants la façon de communiquer. Alors sur les éléments de forme, c'est pas le plus intéressant, mais surtout sur le fond, comment faire passer un message d'un pharmacien à un médecin pour être certain que ce message soit réellement repris derrière au bénéfice du patient. Donc voilà comment cette formation a évolué. Elle a lieu donc aujourd'hui une fois par an, en général au printemps. Donc ça va faire, on a fait la 8e édition hein, le 23 janvier dernier. Elle est vraiment, à mon avis, si vous devez vous lancer, je pense que la thématique des bilans partagés de médication est une des plus faciles à mettre en œuvre ou une des moins compliquées, c'est selon, parce que je trouve qu'elle parle très bien aux médecins. Autant vous avez des formations où soit vous avez du mal à expliquer le principe aux médecins, ils ont du mal à se l'approprier, soit vous avez des histoires de problématiques de savoir qui fait quoi exactement. Sur les BPM, j'en tiens pour preuve, on est régulièrement sollicité maintenant par le DMG, par des internes de médecine générale qui, peut-être une fois par an, souhaitent carrément travailler sur leur thèse exercice sur cette thématique-là. Parce qu'ils ont vécu la formation, et je vais vous dire de façon très négative qu'on est un peu embêté parce qu'en fait, on les encourage à le faire, et en pratique, des fois, ils reviennent un petit peu en arrière parce qu'en fait, ils réalisent sur leur terrain de stage en ville, notamment dans les grosses villes, mais qu'il y a finalement assez peu de pharmacies qui font des BPM et donc il manque un petit peu de matière pour travailler dessus. Euh, Nous, aujourd'hui, on a fait le pari de poursuivre cette formation parce qu'elle est vraiment ancrée dans le DFA SP2 Officine et que c'est une garantie pour nous de la réaliser chaque année. Enfin, c'est devenu quelque chose d'assez facile à organiser, si vous voulez, par rapport aux premières éditions où on se posait avec Céline Mongaret à l'époque 10 000 questions, je pense. Les retours des apprenants chaque année ne vous étonneront pas. Les ateliers emportent un enthousiasme vraiment très très élevé. Et puis on a toujours des remarques en disant que finalement le temps du matin, le temps magistral est peut-être un peu trop long, ne correspond pas tout à fait à leurs attentes. On a essayé de le réduire un petit peu, même si malheureusement, on a quand même la conviction que c'est important à un moment donné d'apporter quelques éléments de connaissance, notamment sur la iatrogénie du sujet âgé. Alors, le gros défaut, et les collègues qui vont suivre auront réussi, entre autres, à corriger cela, c'est que nous, on fait une formation qui est transversale, c'est-à-dire qu'elle a lieu sur une journée. Et que aujourd'hui, même si c'est quelque chose qui, encore une fois, emporte l'adhésion de beaucoup, on n'a pas réussi à la reproduire sur un mode un peu plus longitudinal, c'est-à-dire une UE dans lequel il y aurait 2, 3 journées et qui permettrait finalement aux apprenants d'être sur un mode de progression. Ça, on n'est pas capable de le mesurer. Mais c'est quelque chose voilà, qu'on arrivera peut-être à développer par la suite. En tout cas, les deux parties, un DPC comme DMG, sont volontaires. Maintenant, c'est aussi du temps et de l'énergie pour travailler là-dessus. Et pour finir, je dirais qu'il y a des perspectives évidemment hein, aussi, alors sans entrer dans le sujet, je pense que vous le connaissez aussi bien que nous, peut-être à réajuster le moment où nous, on fait cette formation-là, parce qu'on le fait pour des DFS P2 qui sont externes, certes, mais qui ont une expérience qui est bien moindre que celle des internes de médecine générale dans le soin. Je dirais qu'il est possible qu'on finisse par la rebasculer, peut-être à terme, en 6e année, dans ce qui pourrait être le futur cycle court, et dans d'autres thématiques, à condition que celle-ci emporte à peu près le même niveau d'adhésion de la part des médecins généralistes, qui me semble être une garantie pour que ça fonctionne sur le long terme. Voilà. Je vous remercie pour cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long et je serai ravi de répondre aux questions qu'on pourra avoir à l'issue des 3 présentations. Merci beaucoup.
Merci Florian pour la présentation. Du coup, on va enchaîner directement avec Audrey Janoli qui va nous aborder l'approche patient et dans la prévention finalement. Voilà, du coup, Audrey, je te laisse la parole. Ouais, merci beaucoup Céline. Est-ce que là vous voyez bien attendez, je vais essayer de faire mieux que ça. Hop. Est-ce que vous voyez bien là mon écran? C'est bon? Ouais, Ou je peux mieux faire? Attends, je vais essayer de décaler ça. Hop. Voilà. Là, ce sera mieux. C'est bon ici? c'est parfait. Ok, merci beaucoup. Donc, bah, merci déjà de me donner l'opportunité de faire cette présentation. Donc c'est vrai que du coup on en avait discuté avec Céline Mongaré. Moi je voulais faire un retour d'expérience, alors pas exhaustif, mais plutôt dans le domaine de la prévention en santé et du partenariat patient, puisque c'est les domaines dans lesquels je suis le plus impliquée côté fac de Lyon. Alors, en fait, ça, je vais passer très vite ces deux premières diapositives. Je voulais quand même les remettre parce que c'est vrai que pour donner du sens à ce qu'on fait, bah, faut rappeler que l'enseignement interpro est en collaboration avec le patient. Il se fait dans un objectif aussi de pratiquer derrière en interprofessionnalité et qu'on sait que ces pratiques interprofessionnelles, elles ont quand même aussi un réel impact derrière sur la qualité de la prise en soin des patients. Donc, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi qu'on aime rappeler finalement à chaque début de nos cours. Donc, soit en se référant sur les référentiels de l'OMS, donc en partant des pratiques collaboratives pour aller vers de la formation interprofessionnelle qui permettra ces pratiques collaboratives. En rappelant effectivement que ces pratiques collaboratives montrent aussi qu'elles permettent de sécuriser, donc d'améliorer la qualité des soins. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi j'en parle dès la deuxième année en UE qualité, donc du coup à tous les étudiants. Et puis aussi que cette interprofessionnalité, elle implique les professionnels de santé, mais aussi le patient, son entourage, les aidants, etc. Donc finalement, que c'est quand même quelque chose qui va être très global, voilà, très global et très complexe, dans le bon sens du terme. On s'adosse aussi sur le modèle de Montréal, évidemment, donc avec les pratiques collaboratives et donc avec le patient. Donc c'est pour ça que c'est difficile, je trouve, de séparer interprofessionnalité dans les enseignements du partenariat patient. Et même si on n'arrive pas tout le temps à le faire, c'est quelque chose qu'on devrait toujours, en tout cas, avoir en tête. Quelle serait la valeur ajoutée d'avoir en plus la participation des patients aux enseignements? Parce que c'est vrai que dans pratique collaborative, ils sont quand même bien dedans. Alors c'est pour ça que nous, sur Lyon, là je vous fais un peu macro, je vais vite rentrer dans le détail. Sur Lyon, finalement, quand on s'est posé la question de ce qu'on faisait, vers où on voulait aller, on a déjà regardé ce qu'on faisait en termes d'enseignement interpro. Donc là, bon, bah, on a un certain nombre d'éléments. Et je referai un petit focus quand même sur le service sanitaire parce que nous a beaucoup aidé pour construire la suite. Donc c'est pour ça que je veux pas le mettre de côté. Donc en interpro, bah voilà, on a un certain nombre d'éléments. C'est intéressant ce que tu dis, ce qui était dit par l'intervenant juste avant. Parce que justement, sur les BPM, nous aussi, on a eu pas mal de tests partagés sur ce sujet-là. Et c'était aussi, je trouve, un point d'ancrage sur l'interpro. Et c'est intéressant aussi de capitaliser sur ce qui peut être fait, ce qui peut être fait pendant les thèses. Ce que j'ai mis en orange, c'est ce qui est en cours, en projet, on va dire. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler. Après, si on s'intéresse aux enseignements qu'on fait, alors pas forcément en interprofessionnalité, mais avec du partenariat patient, avec des patients enseignants qui interviennent sur notre composante pharma exclusive, on en a un certain nombre, mais c'est pas ceux que je vais détailler aujourd'hui. Et puis après, quand on s'intéresse finalement aux deux, c'est-à-dire à la fois l'interprofessionnalité et le partenariat patient dans nos enseignants, donc c'est-à-dire on va toucher plusieurs composantes en santé et ces composantes en santé, elles vont avoir des intervenants qui vont être pluriprofessionnels et qui vont intégrer le patient. Donc là, on a alors des exemples, pas d'unités d'enseignement, mais des UELC, deux, donc que je vais aborder un peu plus avec vous. Donc, service sanitaire, je reviens quand même dessus en 2 secondes parce que service sanitaire, bon, on en pense qu'on veut. C'est quelque chose qui a été imposé, qui a pu paraître être subi par certaines facultés, je le conçois. C'est vrai que nous, à la faculté de pharmacie de Lyon, on a eu la chance d'être intégré, notamment avec le département de santé publique que je représente ici. On a pu être intégré donc dans cette démarche-là. Et c'est vrai qu'on a trouvé quand même que c'était une bonne porte d'entrée pour derrière apprendre à se connaître nous aussi avec des enseignants dans d'autres composantes et qui nous a permis de pas mal promouvoir finalement d'autres enseignements derrière. Donc voilà, alors après, service sanitaire, ça reste quand même une grosse machine, hein, avec nous 250 étudiants côté pharma seulement, hein, qui sont formés chaque année en cinquième année. Et puis de l'interprofessionnalité qu'on retrouve quand même nous dans notre manière déjà de copiloter ce dispositif qui est intercomposante.
L'interprofessionnalité dans la formation des intervenants, dans la co-construction des supports qui nous a aussi beaucoup rapprochés. La formation bon, en interprofessionnalité des étudiants, même si nous, sur Lyon, pour nos étudiants en pharma, c'est en partie, et c'est pas tous les étudiants qui vont être en interpro avec d'autres composantes au moment de leur formation, en tout cas. Et puis, on a des animateurs des TP, qui sont comme la majorité des enseignements du service sanitaire, qui se fait en binôme avec un professionnel de la promotion en santé et un enseignant-chercheur. Et là, de nouveau, ça aussi, ça a pu créer quand même un certain nombre de connexions très intéressantes sur ce dispositif-là. Avantage aussi, c'est que ça se passe sur du long cours quand même, puisqu'on a un démarrage en novembre nous, d'une année étudiante et puis qui va se terminer au mois de mars, avec une certaine immersion finalement de nos étudiants sur des problématiques, alors promotion santé, sur la posture éducative et puis sur donc après ces interventions qu'ils vont faire dans des écoles. Donc c'est vrai que, alors forcément, je suis co-responsable du dispositif sur Pharma à Lyon, donc je suis un peu partie prenante et je défends pas mal la chose, mais je trouve que c'est quand même un dispositif intéressant et qui parle, puisque moi je devais aussi aujourd'hui avoir plus un versant autour de la prévention, pour le coup, voilà, qui parle de prévention santé avec les différentes thématiques, mais que vous connaissez puisqu'elles sont partagées, elles sont plutôt nationales, même si de temps en temps on peut avoir quelques spécificités plus locales. Donc voilà, un enseignement, en tout cas nous qui roule depuis 6 ans, qui nécessite d'être encore amélioré, mais qui pour moi est quand même un bon élément sur l'interpro et en tout cas la prévention aussi en santé. Alors maintenant, les deux autres choses dont je voulais vous parler, où pour le coup là, on est sur de l'interpro total, mais sur des tout petits effectifs. Donc on est sur des effectifs à tout petits, effectifs de 40 étudiants. Donc là, c'est une UL de prévention avancée en santé, dont on partage la responsabilité avec la faculté de médecine. Et donc on a des étudiants en médecine, en maïeutique, en odonto et en pharma qui vont donc se retrouver sur cet enseignement qui va durer quand même 2 semestres. Et pour nos étudiants à nous, ce sera des 2, 3 ou des 4. Euh, Il y a des modules sur cet enseignement, donc des modules qui se passent les jeudis après-midi pour être pratico-pratique. Et donc ça peut être sur et la vaccination, comprendre une addiction. Voilà, je vous ai mis différentes thématiques. Personnes en danger par ou pour les autres. Avec des mises en situation, on fait aussi appel à de la simulation en santé, à de la pédagogie inversée, et on utilise finalement pas mal d'outils avec les étudiants. Il faut savoir que au premier semestre, donc c'est plutôt des enseignements sur les jeudis après-midi. Et par contre, au deuxième semestre, ça va être un stage d'observation en structure de prévention locale, comme une ELSA, un XAPA, la PAS ou une PMI. Et donc, les étudiants en petits groupes interpro, en groupe de 4, vont devoir aller rencontrer plusieurs fois, donc avoir des temps d'observation sur ces entités, et vont devoir derrière réaliser des entretiens et faire une restitution devant un jury qui sera lui aussi interprofessionnel. Alors sur cette UL qu'on y a rajouté récemment du partenariat patient, puisque finalement moi je suis plus responsable du module sur la vaccination et on a co-construit avec eux fort des années précédentes en fait l'idée que ça pourrait être bien de pouvoir les intégrer. Après comme on voulait co-construire avec eux, ils sont venus observer aussi ce qu'on faisait et ils nous ont dit à quel moment ils se sentaient les plus intéressants, avec le plus de valeur ajoutée. Donc effectivement, il y a des moments sur cet enseignement où on a une partie simulation d'entretien sur une posture plutôt motivationnelle et pour travailler sur les hésitations vaccinales. Et donc on a des scénarios sur lesquels on a pu intégrer des patients qui vont arriver finalement plutôt en tant qu'usagers, donc avec un rôle particulier à jouer et donc qui permet finalement on dirait un entretien qui a vraiment une valeur ajoutée. On a vu en particulier un engagement de nos étudiants qui a été largement amélioré depuis que les patients enseignants ont intégré ce module de simulation. Donc voilà, je rentre peut-être pas plus dans le détail. Pour laisser la place à une autre UELC. Alors elle, qui a été co-construite intégralement avec les patients et avec des enseignants en médecine et qu'on a commencé à ouvrir l'an dernier. Donc on a la deuxième année, la deuxième édition. Donc cette fois-ci, un peu moins sur la prévention, parce qu'on est plutôt sur des patients atteints de maladies chroniques. Mais cette fois-ci, donc on est vraiment dans un partenariat et une co-construction de l'UELC avec des étudiants en médecine et des étudiants en pharma. On peut accueillir jusqu'à 60 étudiants, mais en général, on en a 40 à 50. Et on a un enseignement de nouveau sur l'année, donc avec l'intérêt quand même d'avoir une immersion sur l'année, et puis donc un apprentissage ensemble sur une année entière.
Les objectifs, c'est d'adopter une posture de partenariat en santé, de comprendre les étapes clés du parcours des patients vivant avec une maladie chronique. Les aidants sont aussi abordés et leur point de vue. L'objectif, c'est d'accompagner l'autonomisation des patients dans la gestion de leur maladie, de collaborer avec les autres professionnels et d'aborder voilà tout ce qui est autour de la coordination des soins. Donc, on est vraiment sur un dispositif parcours autour du patient atteint de maladie chronique. Sur cette UELC, on a une co-animation de chaque séance par un trio. Donc, on a le patient enseignant, le médecin et le pharmacien. Donc, c'est sûr que ça prend du temps et puis ça nous prend du temps, nous aussi, dans nos agendas. Mais on est persuadé que c'est vraiment important aussi de le montrer pour arriver à fédérer nos étudiants et arriver à les amener, voilà, à leur donner, on va dire, enfin, de la cohésion dans ce qu'on fait et puis leur donner du sens. Donc, c'est quelque chose qu'on va maintenir, même si pour nous, ça nous prend quand même pas mal de temps. Il y a un groupe d'étudiants médecins pharmaciens, 5 étudiants qui va animer chaque séance après l'avoir préparée. Donc, par exemple, sur la thématique annonce d'un diagnostic ou annonce d'une mauvaise nouvelle à un patient. Ils vont avoir préparé la réflexion et puis ils vont être accompagnés par le trio de médecins pharmaciens et patients enseignants qui vont co-animer la séance avec eux. Donc, il y a toujours une supervision. En général, donc, pour le déroulement d'une séance de 3 heures, sachant qu'on aura 8 séances au total, elles sont donc 1 heure d'exposé par un groupe d'étudiants. Et puis ensuite, on va avoir donc la préparation en amont, j'en ai parlé. Et puis ensuite, on va avoir un travail qui va être proposé par ces mêmes étudiants aux autres étudiants pour avancer sur la thématique. Et puis ensuite, il y aura une discussion en fin de séance avec aussi les mots-clés, puis une synthèse, on va dire, qui va être faite par le trinôme d'enseignants. Les thématiques, je vous les ai mis là quand même, voilà, je ne vais pas forcément toutes les détailler. Donc, plutôt autour de patients atteints de maladies chroniques, et on va donc du vécu du patient devant l'annonce. Ça peut être aussi l'annonce d'un dommage lié aux soins, donc c'est là où voilà, c'est très intéressant aussi. Décision partagée avec le patient, le vécu du patient et son traitement, bon, etc. Je vous les dis pas tous. Chacun correspond à une séance de 3 heures. Et ce qu'on a rajouté cette année, après en avoir débriefé l'an dernier avec les étudiants, notamment en pharma et en médecine, c'est donc de rajouter une séance plutôt inaugurale sur les rôles et missions du pharmacien et du médecin, puisqu'on s'est rendu compte que ça, c'était quelque chose qui était vraiment essentiel pour que derrière, ils puissent aussi apprendre ensemble, se comprendre, et puis voilà, arriver à bien conduire finalement ces séances. Alors, en ce qui concerne la validation de cette unité d'enseignement, bon, elle est validée déjà par leur présence et par leur participation active à chaque séance, par donc la préparation et l'animation d'une séance. Et puis, en deuxième semestre, à la moitié du deuxième semestre, on va dire, ils vont rencontrer un patient et puis préparer, pareil, en interpro, un mémoire. Et puis après, nous présenter un oral à partir de leur mémoire. Et donc ça, ben, on va les voir d'ici, c'est courant avril. Donc c'est d'ici fin avril, ils vont faire leur présentation orale. Et là, de nouveau, pour les écouter, on aura un trio, donc enseignant en médecine, enseignant en pharma et un patient enseignant pour pouvoir évaluer leur travail. Donc voilà pour cet autre enseignement qu'on leur propose. Alors après, dans les points forts et dans les limites dans le développement. Alors dans les points forts, je pense qu'on a des collaborations, que ce soit à travers du soin, de la recherche ou de l'enseignement, qui sont ancrées avec des enseignants certains, hein, mais quand même des enseignants de la faculté de médecine, et avec le pôle patient en particulier, hein, qui pour nous, il est récent, ce pôle patient, mais il compte une cinquantaine de patients aujourd'hui. Il s'est très bien structuré, en tout cas à mon sens, et nous, on fait partie, alors on est 2 enseignants en pharma, il y a Delphine Eugier et moi-même, où on fait partie du COPIL, en fait, hein, autour de ce pôle patient, donc avec des enseignants en médecine, avec d'autres enseignants et avec des patients enseignants. Et c'est vrai que ça facilite aussi les choses. Donc certains dans les forces, moi j'ai mis quand même le service sanitaire parce que vraiment, plus on se le dit, plus on se dit que ce dispositif qui nous a été quand même imposé, il a pas permis dans une certaine proportion d'amorcer ou en tout cas de favoriser les enseignements en interprofessionnalité, en tout cas nous sur notre université. Et puis, les avantages, je trouve, c'est qu'il y a la participation d'enseignants de différents départements pédagogiques, même nous au sein de notre même composante. Ça a été le cas avec le service sanitaire. On a dû faire appel à pas mal de personnes qui ont été formées sur la promotion en santé, sur la posture éducative et sur les outils d'animation. Mais en tout cas, ça nous a permis, nous aussi, de faire entrer d'autres enseignants dans ce dispositif, ce qui était important parce qu'on n'aurait pas pu le faire sinon, on n'était pas suffisamment nombreux. Donc, ça veut dire qu'en faisant aussi appel au volontariat, c'est quelque chose qui intéresse. Les points positifs, je dirais qu'il y a la co-construction des enseignements
avec étudiants et patients. Ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose qui marche bien, qui donne aussi, je pense, de la cohérence au dispositif. Et puis, on a créé un GT interprofessionnalité sur la composante pharma depuis 2023. Alors, en réalité, il est voué à évoluer, en particulier à intégrer quelque chose de plus grand. On aimerait avec justement le pôle patient, parce que normalement, ça doit être intercomposante. Mais n'empêche que nous, en pharma, ça nous a permis aussi d'avancer, de faire le point sur ce qu'on faisait déjà et sur ce qu'on voulait aussi développer pour nos étudiants. Le pôle patient structuré, ça j'en ai déjà parlé, mais c'est sûr que c'est un point fort. Et puis une avancée pas à pas. Alors moi, nous, il nous semble que c'est quelque chose qui est aussi intéressant, même si aujourd'hui, on verra dans les perspectives, il nous manque une cohésion sur un curriculum, voilà, et sur sur l'ensemble des années, on va dire en pharma. On n'est pas encore très très bon là-dessus. On n'a pas forcément pris dans ce sens-là, et aujourd'hui, il va falloir peut-être qu'on arrive à raccrocher. Nos difficultés, mais on n'est pas les seuls, c'est qu'on a un nombre très élevé d'étudiants chez nous, en médecine, en odonto, enfin un peu de partout. Donc c'est difficile d'appliquer cette interpro à l'entièreté des promotions chez nous et chez les autres. La compatibilité des agendas, quand je dis ça, bon, c'est partout pareil. Il faut qu'on arrive à avancer avec ça, mais ça reste quand même une complexité. Et puis aussi les limites en termes d'effectifs d'enseignants pour permettre, je dirais, de couvrir potentiellement tous les besoins. En perspective, plutôt que de le mettre dans des faiblesses, c'est plus positif, et puis on le voit bien comme ça, c'est qu'il faudrait qu'on ait quand même un curriculum progressif et qui soit davantage structuré, de la deuxième jusqu'à la sixième année de pharmacie. Il faut aussi, je pense, qu'on se serve du portfolio, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à quand même engager et à valider, enregistrer les expériences interprofessionnelles, qu'elles se passent au cours de nos enseignements, au cours des stages, etc., pour arriver à faire que le dispositif soit plus transparent et peut-être plus simple aussi plus simple à manipuler. Aujourd'hui, nous, on a un gros challenge sur la valorisation et l'évaluation des expériences interprofessionnelles qui se passent en immersion, et je parle en particulier en stage. Aujourd'hui, on travaille sur la 5HU et il faut vraiment qu'on arrive à capitaliser des choses qui se passent, mais qu'on n'évalue pas suffisamment, alors sur lesquelles on n'a peut-être pas suffisamment d'objectifs actuellement. Donc ça, c'est un prochain travail. Puis faire le lien, entre la simulation, entre les enseignements en simulation et les enseignements interpro, parce que c'est une évidence, mais encore, faut-il après le mettre en œuvre avec souvent la nécessité d'avoir des effectifs pas forcément trop grands pour que ce soit bénéfique. Et là, on se retrouve un peu face à nos grandes promos. Voilà à peu près moi ce dont je voulais vous parler. Alors j'ai pas du tout été exhaustive, j'ai pas parlé de tout. J'ai essayé voilà, de me cantonner sur tout ce qui était autour de la prévention et du partenariat patient. Et puis là, je vous ai remis quand même les responsables pédagogiques des trois enseignements que je vous ai présentés, parce qu'évidemment, on ne travaille pas tout seul. Et puis, je voulais aussi remercier tous les enseignants, les étudiants de la faculté de pharmacie de Lyon qui sont impliqués dans ces enseignements, que ce soit ceux dont j'ai parlé ou d'autres dont j'ai pas parlé. Et puis, un grand merci aussi au pôle patient. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et je me tiendrai disponible pour vos questions. Merci Audrey. Du coup, sans transition, on va enchaîner sur le retour d'expérience lilloise. Du coup, c'est bon, Bertrand, tu peux partager ton Non, parce qu'il diaporama. faut que j'arrête mon partage, moi. Voilà, c'est fait. Ah, c'est bon? Ouais. Ok, et ben du coup, on enchaîne. Ok, vous voyez bien ma présentation? Oui, parfait. Bon, super. Merci beaucoup. Merci de m'avoir convié à partager avec vous donc un retour d'expérience lillois des approches interprofessionnelles en formation initiale. Je vais le centrer sur la filière officine. Et donc, c'est le retour effectivement d'expérience d'une équipe pédagogique, donc l'équipe pédagogique de la filière officine qui est pilotée par ma collègue Annie Standard. Donc, je vais m'efforcer de vous présenter finalement un petit peu quelques expériences et je tenais à commencer par cette diapo qui finalement positionne depuis la quatrième année jusqu'à la sixième année les différents enseignements en lien avec l'approche interprofessionnelle. Donc, en quatrième année, je reviendrai dessus ensuite, on a un dispositif de découverte de la dynamique interprofessionnelle sur un territoire. Ensuite, en cinquième année, on a plusieurs séminaires interprofessionnels. Alors, un séminaire autour de médicaments et sujets âgés, qui fait un petit peu écho à l'expérience rémoise, et aussi un séminaire interprofessionnel. Et puis, en sixième année, on a de la simulation autour de la communication interprofessionnelle, d'autres séminaires interpro, cette fois-ci, par exemple, sur le sujet de la périnatalité. Et puis, on a des échanges sur terrain de stage. Et tout ça se termine avec notamment une station
des POS, qui sont l'équivalent pharmaceutique des ECOS qu'on a mis en place à Lille. Donc ça aussi piloté par ma collègue Annie Standard. Et donc une station qui est relative à la communication interprofessionnelle. Donc ça s'inscrit dans notre approche de montée en compétences et dans nos blocs de connaissances et compétences de la filière officine. Alors un mot sur Impact, c'est un dispositif qui a été initié en 2022, d'abord avec un premier territoire de santé, la CPTS Liévin Pays d'Artois. Et on avait cette année-là amené toute une promo de quatrième année pendant une journée sur le territoire de Liévin à la rencontre des professionnels de santé avec des ateliers organisés tout au long de la journée sur notamment la dimension interprofessionnelle, la structuration des protocoles, des parcours patients. Il y avait également les acteurs hospitaliers du territoire qui étaient présents. Et puis, c'est des journées qui se terminent à chaque fois par une manifestation culturelle. Et là, on avait eu la privatisation du Louvre-Lens avec une visite guidée pour les étudiants. On a remis ça l'année suivante, en 2023, qu'on a étendu à deux autres territoires, donc sur l'Avesnois, Val-de-Sambre, donc autour de Maubeuge, donc plutôt en bas à droite de la carte, et puis également le Boulonnais avec Boulogne-sur-Mer. Et donc cette fois-ci, on a emmené 450 étudiants, puisqu'il y avait à la fois des promos de pharmacie, quatrième année, médecine générale, ainsi que d'autres filières de santé. Et à nouveau, rencontre des professionnels de santé du territoire, la dynamique interprofessionnelle. On a beaucoup travaillé avec les CPTS, avec les hôpitaux de proximité. Ça a été fait en lien également avec l'Agence régionale de santé et avec des journées qui sont très riches, à nouveau en mode atelier. Et puis par la suite, en 24, et puis ce sera encore le cas cette année, cette fois-ci, ce sont les CPTS qui se déplacent au niveau du campus hospitalo-universitaire et les étudiants viennent les rencontrer au sein de la faculté pour discuter à nouveau de la dynamique interprofessionnelle. Donc à chaque fois avec des modes ateliers et ce qui permet de présenter les modes d'exercice coordonnés. Donc ça, c'est un dispositif qui au départ concernait essentiellement les quatrièmes années de pharmacie. Cinquième année, je vous présente un séminaire qui s'intitule Médicaments et sujets âgés, qui concerne toute notre promo de cinquième année officine et puis deux promos d'internes en gériatrie. Et en fait, on va avoir un séminaire qui s'inscrit dans la démarche de montée en compétence de nos étudiants sur l'optimisation de la prise en charge thérapeutique du patient âgé. Et donc, on a une partie d'enseignement en ligne, un premier temps de séminaire qui permet aux étudiants en pharmacie d'officine et en gériatrie de travailler ensemble de façon interpro sur des cas cliniques. On les répartit sur plusieurs salles. Dans chaque salle, on travaille sur un seul cas. Et au sein de chaque salle, ils sont répartis en différentes tables. Et ils doivent d'abord se mettre d'accord entre eux au niveau d'une table, puis se mettre d'accord entre eux au niveau de la salle sur le projet de révision médicamenteuse. On suit la méthode Remedies à ce niveau-là, donc c'est la méthode qu'on enseigne. Et puis enfin, il y a un temps de restitution et d'échange où sont présentés les différents cas, cette fois-ci, donc en amphi, en promo complète, avec des échanges qui sont extrêmement intéressants. Donc c'est un séminaire qu'on a l'occasion d'animer, avec les collègues de pharmacie clinique et les collègues de gériatrie et qui fonctionne bien maintenant depuis plusieurs années. On a également de la simulation à la communication interprofessionnelle. On le fait dans le cadre de notre module Profiterole pour pratique officinale et jeux de rôle. Et donc, c'est un programme qui se déroule en 2 ans sur la cinquième et la sixième année. Cinquième année, on a beaucoup de temps de simulation. C'est adossé également un jeu vidéo de pratique officinale. Et ces temps de simulation, ils sont faits entre étudiants en pharmacie en cinquième année. En sixième année, ça s'ouvre aux étudiants en médecine générale et en chirurgie dentaire. Donc là aussi, on fait passer la promo complète d'étudiants en sixième année officine. Il y a une promo d'interne de médecine générale et une promo d'étudiants en chirurgie dentaire. Donc on multiplie les groupes, forcément, puisqu'on on les fait passer par groupe, je crois, d'une vingtaine. Et donc, l'objectif là, c'est d'apprendre à communiquer avec un autre professionnel de santé pour répondre aux besoins du patient. Donc, ils ont déjà un acquis, ils ont déjà du vécu, nos étudiants, notamment grâce aux différents stages et puis à la cinquième année hospitalo-universitaire. Mais en sixième année, on vient asseoir ces compétences à l'aide de cette séance de simulation. Et donc, on a la chance à Lille d'avoir un grand espace de simulation avec l'officine pédagogique. On organise également soit des cabinets médicaux, soit des cabinets de chirurgie dentaire en fonction des scénarios.
Et puis, on a un déroulé de séance dans lequel on va d'abord présenter les objectifs de la séance, un temps de simulation. Ils vont tourner sur deux scénarios différents, avec accueil d'un patient à l'officine, accueil d'un patient au cabinet médical. Donc, tout le monde passe, hein, bien sûr. On est sur de la simulation qui concerne tous les étudiants qui participent. On va avoir des rotations. Et puis ensuite, un temps de débriefing autour de la communication. Donc, on les co-anime. Moi, je participe, j'organise cet enseignement et j'y participe. On co-anime tout ça pour la partie médecine générale, bien entendu, avec les collègues du département de médecine générale. Alors, ce sont des enseignements à chaque fois qu'on évalue. Et là, vous avez un petit retour de l'évaluation qui positionne finalement l'intérêt qu'y trouvent les étudiants. Donc, vous voyez qu'on est plutôt à hauteur de 4 sur 5 sur la modification de la représentation de la communication entre médecins généralistes et pharmaciens, ce qui montre qu'il y a un impact, hein. Ils sont plutôt d'accord avec cette affirmation. Et quand on regarde sur les nuages de mots-clés avant, après, sur la représentation de la communication, donc là, ce sont les internes de médecine générale qui présentent leur qualification de la communication avec le pharmacien. Donc avant, c'est plutôt confraternel, rare, occasionnel. Après, c'est nécessaire, utile, cordial. Et idem avec les étudiants en pharmacie. Vous voyez, avant, c'est plutôt la communication avec le médecin généraliste, elle est plutôt considérée comme difficile, insuffisante, stressante. Et après, elle est plutôt cordiale, entraide. Elle reste compliquée pour certains, mais vous voyez quand même une évolution intéressante des représentations. On a également des temps d'échange sur terrain de stage. Donc, on fait ça pendant la 6e année. Toute notre promo de pharmacie d'officine va pendant 2 jours dans un cabinet de médecine générale et toute une promo d'interne de médecine générale en stage va pendant 2 jours dans une pharmacie d'officine. Donc, on a des objectifs de stage d'observation. Donc, c'est très intéressant. Ce sont à chaque fois soit des cabinets, soit des pharmacies d'officine en proximité de leur terrain de stage habituel. Et on voit à nouveau, par une évaluation qu'on a pu mener, eh bien, que ça a un impact sur leur représentation de la communication entre médecins généralistes et pharmaciens. C'est notamment un sujet sur lequel on a pu refaire travailler au cours d'un travail mené par un interne de médecine générale, bien sûr, les objectifs du stage, et ils sont vraiment très, très appréciés. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu cette présentation générale avec finalement le temps partant au cours des 3 années de la filière officine. Et j'en profite pour remercier tous mes collègues, les équipes pédagogiques et puis aussi les acteurs de santé des territoires qui s'investissent pleinement dans la montée en compétences de nos étudiants. Ok, merci pour cet échange. Attendez, je vais me mettre sur mon écran. Voilà. Euh, désolée. Du coup, bah, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Du coup, justement, pour ce temps d'échange via le chat, euh, voilà, du coup, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez par rapport à cette interprofessionnalité dans les enseignements. Ouais, je vais commencer, tiens, de façon tout à fait galante. Audrey, j'avais une question. Je me suis un peu cassé les dents il y a 2, 3 ans pour essayer d'intégrer des patients dans nos enseignements. Comment ça se passe en pratique, les sollicitations auprès du pôle patient? Comment est-ce que vous fonctionnez avec eux? Qui est-ce qui me parle du coup? Je suis désolée, Pardon, mais... c'est Florian à Reims. Ah! Je suis désolée. C'est juste en face, je regardais pas la caméra. Excusez-moi, ça fait de la journée. Alors, comment ça se passe? Alors, après, nous, je pense qu'on a eu... alors, on a un pôle patient qui s'est construit avec au démarrage des personnes donc, qui ont construit ce pôle patient, sur donc, des patients qui sont devenus des patients enseignants, qui, de temps à autre, donnaient des cours par-ci, par-là, sur sollicitation. Parce que bah, ils étaient atteints d'une pathologie chronique, c'est des patients qui étaient déjà très engagés, qui étaient engagés en général au niveau hospitalier aussi, parce qu'ils participaient à certains programmes, etc. C'est venu un peu comme ça. Et donc après, quand ils ont par contre créé leur pôle patient, qui est rattaché chez nous à la faculté de médecine Lyon-Ouest, mais c'est pas dramatique, hein, il fallait qu'ils aient une accroche, voilà, bon, ils auraient été raccrochés à la fac de pharma, on aurait été ravis, mais voilà, c'est comme ça, et ça se passe bien. Et eux, ils ont toujours voulu être quand même, premièrement, au maximum indépendants, et deuxièmement, pouvoir travailler avec toutes les composantes.
Donc après, bah, nous, en fait, on les sollicite, hein. Enfin, je veux dire, à partir du moment qu'ils existent, il faudrait savoir avec peut-être à quelle entité ils sont raccrochés. Mais à partir du moment qu'on les sollicite, qu'on se connaît quand même depuis longtemps, et je dirais qu'on a quand même pas mal co-construit ensemble, ça fonctionne bien. En fait, ce qu'il faut peut-être, c'est leur faire la proposition de création d'un enseignement. Mais moi, je dirais que ce qui marche bien, c'est de les impliquer tout de suite dès la co-construction. Ce qu'ils aiment pas chez nous, et je les comprends, c'est être quand on va les chercher pour leur dire bah tiens là on aurait besoin de toi sur tel enseignement. Là ça fonctionne pas. Par contre s'ils sont dans la co-construction, je trouve que ça fonctionne bien. Après tout dépend aussi de l'effectif, hein, combien ils sont dans ce pôle. Mais c'est vrai que nous c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais je me dirais que ça fait quand même 6-7 ans, même si le pôle a été créé qu'en 2022, ça fait bien 6-7 ans qu'on commence à être travailler avec certains d'entre eux, et que je pense que ça c'est aussi ça a pris un peu de temps quand même, hein. Co-construction, ça marche. Ok, merci beaucoup. J'ai une question d'Elisa Vital donc elle remercie pour ses présentations et elle se posait la question de comment évaluez-vous les étudiants sur leurs compétences en interpro de par vos différentes expériences. Alors, je peux répondre juste peut-être sur la station d'Epos hein, qu'on a à Lille. Ça fait partie je pense, des 8 stations d'Epos qu'on a en 6e année. C'est toute la promo qui passe. Et on a là, c'est une station qui est orientée sur une compétence qui est communication interprofessionnelle. Puisqu'il y a plusieurs compétences à évaluer dans le cadre de l'approche interprofessionnelle, mais je vais vous parler de celle relative à la communication. Et donc, c'est une station des pauses qui dure 7 minutes. Et donc, comme toutes les stations des pauses, donc il y a une notice à l'entrée de la salle qui est finalement une situation clinique qui amène à devoir échanger avec un professionnel de santé pour résoudre la situation d'un patient. Donc, on décrit une petite notice, un cas clinique. On leur présente finalement ce sur quoi ils doivent échanger avec le professionnel de santé, donc habituellement un médecin généraliste. Ils rentrent dans la salle, ils sont face à deux observateurs, donc un universitaire et un officinal. Et puis il y a un téléphone et ils ont les éléments du dossier patient. Ils appellent. On apprécie leurs compétences au travers du référentiel d'enseignement qu'on a sur le sujet. On a une grille pour évaluer la façon dont l'information a été transmise. Et puis voilà, la station dure quelques minutes. Il raccroche, c'est terminé et on évalue la façon dont s'est déroulée l'interaction. Ensuite, l'étudiant sort, on harmonise notre notation. On peut aussi avoir un échange avec le médecin généraliste qui est au bout du fil, hein, qui fait partie de l'équipe pédagogique, pour finaliser l'évaluation. Donc voilà, juste là, exemple d'une station sur la communication interprofessionnelle. Ok, j'ai une autre question Tu veux y... d'Elisa. Je sais pas si tu as vu. Ouais, non, vas-y, Justine, Céline, excuse-moi, dis-moi. Elle se posait la question, Elisa, sur le module vaccination que tu proposes, Ouais. Audrey. Elle comprend que les patients ont un rôle standardisé lors des entretiens, mais finalement, quelle est la plus-value du patient par rapport à un enseignant qui suivrait le scénario? Alors, ben, pour moi, c'est l'engagement. Alors, on va être très clair, hein, parce qu'on l'a vu, c'est l'engagement de nos étudiants dans l'entretien. Voilà. Leur prof qui leur fait ça, les autres étudiants qui leur font ça, ben, je dis pas, on le fait aussi quand on n'a pas le choix, hein. Je veux dire, c'est aussi des méthodes qu'on peut utiliser pour s'entraîner. Ça ne marche pas aussi bien. Alors une fois que je vous l'ai dit, je vous le prouve pas, mais nous on a un ressenti côté enseignant, puis on est quand même trois hein, du coup parce que donc il y a le côté, il y a souvent un médecin, un pharmacien, puis donc là il y aura le patient qui sera là. On voit bien qu'on a cranté au niveau investissement de nos étudiants sur ce module et en particulier sur cet entretien quand ils ont en face d'eux un patient qui est un usager d'ailleurs finalement dans le cadre de la vaccination parce que voilà, il est juste réticent à se faire vacciner. Mais voilà, nous je trouve qu'on a un engagement des étudiants qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus ancré. Sur ce module-là, hein, puisque là, je vous parle vraiment de quelque chose qui dure 1 heure, c'est un atelier, etc. Donc voilà ce que je peux en dire en fait. Mais effectivement, on s'est posé la question, après j'arrête parce que je pourrais en parler des heures, on s'est posé la question de leur donner une autre place, de les mettre en observateur, et ça aurait été tout à fait, voilà, ça aurait été aussi, ça aurait pu être intéressant. On l'a testé comme ça, on a vu que ça marchait bien, on va rester comme ça, mais ils auraient pu être observateurs. Ouais, Hmm. Peut-être sur d'autres modules. Peut-être que ouais, ça sur d'autres peut, tu vois. thématiques. Hmm. Ouais, Ouais, tout ouais, à du coup, fait. Ouais. ouais, Ça peut être ok. très bien aussi, ouais. Hmm.
J'ai une question de Mathieu Boulin de Dijon. Il te demande, Bertrand, comment as-tu réussi à faire 2 jours d'officine aux internes de médecine G et inversement? Alors, c'est un projet déjà qui a plusieurs années hein, chez nous. Je ne saurais pas dire combien, mais ça fait vraiment assez longtemps qu'on l'a mis en place. Bah, c'est parti de nos échanges hein, qui sont excellents sur l'île entre les équipes pédagogiques de pharmacie d'officine et de médecine générale. D'expériences préalables qui concernaient certains territoires sur lesquels c'était déjà mis en œuvre un peu de façon, je vais dire, organisée sur le territoire, mais pas officialisée avec la fac. Et on a pu là mesurer l'intérêt de généraliser le dispositif. Donc il y a eu un échange avec la communauté des maîtres de stage d'officine, échange avec la communauté des maîtres de stage de médecine générale, rédaction des attendus. Donc, on a des fiches objectifs pour à chaque fois les 2 jours. Ce qui est vraiment lourd, c'est que même pour 2 jours, il faut établir à chaque fois une convention. Donc, on a un système de convention pour les 2 jours d'observation sur terrain cabinet médical, sachant qu'on l'ouvre, on leur dit, bah, le minimum, c'est faire 2 jours en cabinet médical, mais si vous voulez aussi aller faire 2 jours auprès d'un infirmier, d'une infirmière ou d'un autre professionnel du territoire, on peut également conventionner à partir du moment où l'accueil est possible. Et bah, ça a tout de suite bien pris. Au début, on répartissait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on partait sur une vraie logique d'échange, c'est-à-dire que l'interne de médecine générale venait dans la pharmacie d'officine de l'étudiant en pharmacie qui, lui, allait ensuite dans le cabinet. Et ça a créé quand même pas mal de complexité puisque la répartition territoriale n'était pas la même. Et donc maintenant, on leur laisse au choix à partir du moment où c'est à proximité soit de l'officine, soit du cabinet. Et ça se passe vraiment très très bien. Et les retours, le jour de l'examen de stage en fin d'année, on demande une feuille, juste un recto avec le descriptif de l'expérience. Et à chaque fois, c'est extrêmement positif. Ok, merci. J'ai une autre question d'Elisa sur les patients enseignants. Est-ce qu'ils ont une formation en amont? Et si oui, est-ce que c'est le pôle patient qui coordonne cette formation ou comment ça s'organise? Alors du coup, enfin nous à Lyon, effectivement, enfin tout nouveau patient qui voudrait être recruté, il y a une formation qui est proposée, et puis il y a quand même plusieurs entretiens qui sont faits hein, avec le pôle patient, avec le COPIL. Donc dans le COPIL, il y a des patients, il y a des enseignants en médecine, potentiellement nous on peut y être aussi, histoire de voir, mais tu vois un peu comme tu pourrais le faire aussi. En ETP pour le coup hein, par rapport à l'entretien, voilà, que ce soit des gens qui soient suffisamment calmes et qui aient plus trop de colère, en tout cas par rapport à leur maladie, qui soient capables aussi d'animer un cours, etc., etc. Mais il n'y a pas vraiment de formation obligatoire pour l'instant formalisée, très structurée, on va dire. Pour l'instant, on Ok. n'a pas décidé de fonctionner comme ça, mais peut-être que ça changera dans l'avenir. Ok. Et les patients, ils sont salariés du pôle ou pas? Pas actuellement. Ok. Alors, ils ont pas des grosses revendications, je peux pas parler pour eux, mais globalement, c'est pas quelque chose qui revient souvent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une place de parking et pouvoir se garer quand ils viennent à la fac. Et ils réclament pas forcément plus. On en a un certain nombre qui peuvent pas cumuler, qui ont enfin, pas des avantages, hein, c'est loin s'en faut, c'est pas ça. Mais enfin, bref, qui ont droit à certaines indemnités en lien avec leur pathologie, qui fait qu'ils peuvent pas accepter. Enfin, il faudrait trouver un système pour les rémunérer, mais qui serait pas un système classique, parce que sinon, ils perdraient leur droit à d'autres avantages. Après, je pense que les choses vont bouger, hein. Je ne sais pas si vous avez vu un texte qui est paru, alors côté médecine, mais avec l'intervention maintenant des patients dans les études de médecine. C'est bien écrit comme ça dans l'arrêté et qui a été posé là début d'année. Donc, je pense qu'il va y avoir d'autres choses derrière. Et puis, moi, quand j'étais à Montréal, j'avais vu le modèle à Montréal. Ils sont rémunérés, les patients, et ça Ouais. fonctionne très bien comme ça, hein. Donc, voilà. Après, nous, je veux dire, ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain, quoi. Hmm. Oui, d'accord. Avec une évolution finalement Bah, peut-être à court terme dans l'idéal, quoi. Oui, oui. Ok. ça pourrait se concevoir, en tout cas, ouais. Ouais, Mm. oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce webinaire? Non, on a fait le tour à peu près. Bon.
En tout cas, merci beaucoup hein, pour l'intervention. Ah, attendez, je regarde si j'ai pas une autre question. Ah, Elisa me dit qu'elle en a encore 3000 encore. Donc, nous- bon, du coup, après, elle reviendra, je pense, vers chacun d'entre vous si elle veut plus d'informations par rapport sur l'interpro, sur le pratico-pratique. Voilà, globalement, merci en tout cas pour votre retour d'expérience chacun. Vraiment, ça a permis d'avoir un vrai échange aussi bien sur les bilans partagés de médication que sur finalement le partenariat patient, le positionnement du partenariat patient qui était hyper important. Et puis finalement l'ancrage dans l'ensemble de la formation initiale, hein, de la 4 à la 6, et voir comment l'interpro a pu se positionner dans les études de pharma. Donc, merci vraiment pour vos interventions à tous les trois. Le prochain webinaire, il aura lieu autour des Serious Games. Il sera organisé par Julien Gravoulet. Et normalement, c'est le lundi 2 juin, sauf changement. Et un petit rappel sur l'Interpro, en fait, il y a le congrès de l'ESCP hein, qui a lieu fin novembre de cette année et qui aborde la notion d'Interpro, aussi bien sur l'éducation que sur les pratiques Interpro. Donc voilà, un petit mail pour ça, pour vous dire que voilà, il y a ce congrès qui va avoir lieu. Voilà, bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Merci encore à tous hein, pour votre intervention et puis pour votre présence. Et on se retrouve le 2 juin pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bye bye.